des exoplanètes et de la chasse aux exoplanètes avec nos satellites chasseurs d'exoplanètes. Donc, les exoplanètes ont été découvertes, ont été supposées depuis très longtemps. Là, j'ai pris simplement une citation de Fontenelle que j'ai moi-même piquée à Xavier Delfosse, qui est un astronome à l'Institut de physique, de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Si vous lisez Fontenelle, vous retrouverez cette phrase qui était un peu prémonitoire. Hein. Bon, des planètes, on en connaissait une, et jusqu'à 1995, on en supposait d'autres, on leur donnait des formes et des couleurs très différentes, mais on n'en connaissait pas. Et vous le savez, et vous enseignez à vos élèves tous les jours, que la science, c'est pas on suppose, mais c'est on sait et on a prouvé. On suppose pour rechercher des preuves, mais la science n'existe, la science ne se traduit que par l'expression à un moment donné d'une preuve positive de l'existence de tel ou tel composé. Donc, les moyens de chercher les exoplanètes, il y en a de multiples qui sont résumés ici en quelques formules. Bien entendu, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça et il faut développer les formules, mais disons que les grandes méthodes, donc il y a ce qu'on appelle l'astrométrie, la méthode de microlensing gravitationnel qui est liée à la théorie de la relativité. Il y a ensuite la méthode des vitesses radiales, la détection directe et enfin les méthodes des transits ici. Et à partir de la planète et sa distance à l'étoile, on est capable de calculer une température éventuelle de la planète à la surface de cette planète, au moins aux limites supérieures qui peuvent être atteintes par les rayons du Soleil, d'où l'étoile, des rayons de l'étoile autour de laquelle elle gravite. Donc les exoplanètes, ce sont des objets rocheux qui sont différenciés, donc ils sont sphériques et qui tournent en orbite autour d'une étoile autre que notre Soleil, donc autour d'un autre Soleil, si on va employer cette terminologie. Alors les méthodes qui ont été utilisées, on va très rapidement les passer. Donc la vitesse radiale est basée sur le phénomène de l'effet Doppler. L'effet Doppler que l'on connaît très bien avec le son, hein, donc la moto qui se rapproche et qui nous paraît plus aiguë, et quand elle s'éloigne, elle est plus grave. Le moteur de la moto fait toujours le même bruit, bien entendu, et ce que l'on entend, c'est un son différent, et deuxièmement, un son qui devient de plus en plus fort quand elle se rapproche, ça c'est lié à la distance qui nous sépare, hein, inversement proportionnelle au carré de la distance, et de même, le son s'estompe ultérieurement. Mais la vibration propre du son, elle est constante à la fonction de la vitesse à laquelle ça se rapproche et la vitesse à laquelle ça s'éloigne. Eh bien, pour la lumière, c'est pareil, quand un objet se rapproche, il nous apparaît plus bleu, on le ressent plus bleu, et quand il s'éloigne, il est plus rouge. Donc on s'en sert beaucoup en astronomie, et c'est avec cela que on a découvert la première exoplanète. Comment est-ce que l'on a fait pour ça? Eh bien, en fait, lorsque l'on dit qu'une planète tourne autour de son Soleil, ce n'est pas vrai. C'est le système planète-Soleil tourne autour du barycentre donné par les masses du segment qui les relie. Et donc, en fait, le Soleil bouge aussi. Et si je suis capable de faire un spectre extrêmement précis du Soleil, dans lequel il y a des raies d'absorption que l'on voit ici en noir, eh bien, on s'aperçoit que quand on observe très finement un Soleil pendant un temps certain, on voit ces raies bouger, et on a compris pourquoi elles bougeaient, hein, par cet effet Doppler. Et à partir de ça, on a été capable de découvrir les exoplanètes, c'est ce que vous voyez sur ce graphe, hein, et donc de déterminer ce que l'on appelle la vitesse radiale du Soleil. Alors, et donc c'est en 1995 ce que à l'OHP, à l'Observatoire de Haute-Provence, Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert la première exoplanète, ce qui leur a valu en 1999 le prix Nobel de physique. Donc voilà Michel Mayor. Donc ce sont deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, qui sont très brillants et très sympathiques, ce qui ne nuit pas. Donc voilà le graphe qu'ils ont présenté, hein, avec les observations qu'ils ont faites et la fonction qu'ils ont reliée. C'est comme ça qu'ils ont déterminé la présence de la première exoplanète et prouvé l'existence de la première exoplanète.
on ne l'a jamais vu avec les yeux d'un télescope. La seule chose que l'on a vue, c'est l'effet de cette planète sur son Soleil. Ensuite, l'imagerie directe, donc il y en a eu un peu qui a été fait. Donc ça, c'est l'exemple type d'une planète, hein, donc, qui est Beta Pictoris b, qu'on a vu ici, qui a été déterminée ici par rapport à son Soleil en utilisant des technologies spatiales tout à fait particulières, hein, et donc qui est à peu près à la même distance que Saturne autour de notre Soleil. Donc, qui est quand même très très loin de son Soleil. Et le Soleil est masqué, la lumière du Soleil est masquée, hein, pour que l'on puisse faire justement ces observations pour ne pas être ébloui. Et donc voilà, donc ça s'appelle la coronographie. Les transits, alors les transits, c'est une méthode extrêmement classique, hein, qui est maintenant parfaitement connue. Et donc, en fait, on constate que lorsque la planète passe devant son étoile, eh bien, la lumière du Soleil diminue pendant tout le temps où elle est devant. Et quand elle en sort, cette lumière augmente. Alors, sur le graphe, c'est absolument parfait, bien sûr, hein. Encore faut-il que la planète passe devant son Soleil par rapport à nous. C'est-à-dire que si elle tournait dans une orbite qui est perpendiculaire à notre plan de visée, eh bien, on ne pourrait pas la détecter. Et donc, il y a des phases. Et à partir de ces phases, quand on est capable de les enregistrer, on est capable de déterminer le diamètre avoir une idée du diamètre de la planète, bien sûr, à partir de cette courbe de lumière et de ces irrégularités. Et à la fin, si on a le temps, je vous montrerai un truc un peu particulier, un peu spécial, notamment avec le système TRAPPIST. Donc, voilà, donc ce sont les méthodes qui sont utilisées principalement par les satellites qui volent et qui chassent les planètes. Par exemple, le satellite Corot, qui a été le premier satellite au monde fabriqué par la France, qui était destiné à étudier les étoiles pour faire ce qu'on appelle l'astérosismologie, et qui, après la découverte de 1995, a été utilisé pour faire de l'astérosismologie, mais aussi puisqu'il mesurait des flux d'étoiles pour découvrir des exoplanètes. Alors Corot, donc voilà, c'était un petit satellite, hein, vous voyez, par rapport à la taille de la personne, et c'est tout ce qui est couvert d'or. Tout ça, c'est des systèmes. Il était en vibration, hein, puisque on soumet les satellites à des vibrations pour vérifier qu'ils résistent aux vibrations du lancement, aussi bien mécanique qu'acoustique. Et donc, vous voyez ici ce satellite avec son baffle de télescope, sa partie, je dirais, intelligente, et ses panneaux solaires qui sont repliés sur les côtés. Donc, c'est un petit satellite qui a fonctionné pendant 5 ou 6 ans. Et donc, voici la première exoplanète qu'il a découverte. Donc, vous voyez ici en bleu les mesures qui ont été faites de photométrie, hein, de luminosité de l'étoile qui était mise à 1. Et donc, on voit juste une belle chute et ensuite une remontée. Et donc, ça, c'est la première satellite qui a été découverte par Corot. Et vous voyez donc qu'on a un transit qui dure à peu près 1 heure. Donc, c'est une planète qui n'est pas très, très grosse, c'est probablement très proche de son Soleil. Et vous voyez aussi que, oui, on a une belle chute, mais la belle chute, elle est de 4/10 millième de l'intensité initiale. Cela veut dire que derrière, on a des instruments qui sont extrêmement précis, extrêmement sensibles, extrêmement bien conçus sur le plan optique et dont l'alimentation électrique est parfaitement stabilisée. Et donc, c'est toute la difficulté du spatial. Pour obtenir une courbe comme ça, avec une variation aussi faible, et bien entendu, ça demande des solutions techniques extrêmement originales. Donc Corot, il a été lancé en 2006 avec des partenaires étrangers, mais qui étaient quand même essentiellement faits par la France. Un télescope de 27 cm, ce qui n'est pas beaucoup, hein, et une caméra fonctionnant dans le visible, dans laquelle chaque pixel était, la luminosité reçue par chaque pixel était mesurée. C'est pour ça qu'on observait en même temps une grande surface du ciel, puisque chaque pixel, si on a 1 million de pixels, ça veut dire qu'on peut observer autant d'étoiles qu'il y a par pixel. Donc, s'il y a une étoile tous les 5 pixels, eh ben, on va avoir 200 000 étoiles d'un seul coup. Donc, il était en orbite circulaire polaire, et donc il s'est arrêté de fonctionner en 2014, après 8 ans de fonctionnement. Et donc, il a découvert un certain nombre de planètes, hein, 27 si je me rappelle bien au total. Ici, on a représenté les plus intéressantes. La plus petite, hein,
La septième, elle fait 1,58 fois le rayon terrestre. Donc, c'est une petite planète, hein, une super Terre, comme on dit actuellement. Mais la plupart étaient des gros Jupiters, hein, qui étaient, voilà, qui étaient des très, très grosses planètes. Et bien entendu, vu ses propriétés optiques et son temps d'observation, ils ne pouvaient observer que des planètes qui étaient très près de leur Soleil et qui faisaient, comme vous le voyez ici, c'est le troisième chiffre qu'il y a, une orbite qui décrivait une orbite autour de leur Soleil en 1 jour 51, 2 jours 83, moins d'une journée, jusqu'à 95 jours, ce qui est la plus grosse qu'on puisse faire. Il faut savoir que pour confirmer la présence d'une planète autour de son Soleil, on doit observer 3 transits. Ça veut dire une planète qui a 95 jours d'orbite, hein, si vous faites un calcul d'intervalle, hein, ça veut dire que si on a de la chance, on observe le premier jour et que le troisième, on l'observe au bout de 2 intervalles, ça ne va faire que 190 jours. Donc là aussi, si on veut faire des mathématiques sur les intervalles, on peut faire des calculs avec les élèves très facilement. Donc voilà pour. Ensuite, il y a un gros chasseur de planètes qui s'appelle Kepler, hein, qui lui avait un plan focal qui était déjà pratiquement 3 fois plus grand en surface que, que le télescope de Corot et qui a fait beaucoup plus de planètes, bien entendu. Donc ici, vous voyez les CCD, hein, donc la partie sensible des détecteurs de Kepler avant qu'ils ne soient envoyés et qui sont en train d'être évalués et testés. Et donc, c'est un satellite qui était beaucoup plus gros déjà, hein, vous voyez, taille beaucoup plus importante. Il a été envoyé par la NASA. Et donc, on a mis ici son bilan, hein, tel que savent le faire les Américains. Donc, c'est en anglais, parce que la science ça demande aussi beaucoup d'anglais. Hein. Et donc, vous voyez, donc 9 ans, un peu presque 10 ans dans l'espace, 530 000 étoiles observées, 2600 planètes découvertes. Bon, après, le reste, je vous laisserai recommander ça, mais voilà. Et vous voyez, grosso modo, 15 litres de fuel utilisé. Donc, pour le maintenir en place, on n'a fait que 15 litres de fuel. Hein. Voilà. Et donc, c'est un satellite qui n'était pas autour de la Terre cette fois-ci, mais qui était ce qu'on appelle en Earth trailing, c'est-à-dire qu'il était en arrière de la Terre, derrière, sur l'orbite de la Terre, et il la suivait petit à petit, en s'éloignant petit à petit, mais sur l'orbite de la Terre, ce qui lui permettait d'observer en permanence tout l'ensemble de. Enfin, ça lui permettait d'observer, pardon, un endroit très précis et en permanence du système de l'univers, de notre galaxie. Donc voilà pour Kepler. Et enfin, il y a un autre satellite qui a été lancé, qui fonctionne actuellement, qui est TESS, qui est un petit satellite, dont voici ici le schéma expliqué toujours en anglais. Donc c'est l'occasion de faire de l'anglais avec les élèves aussi, qui est un petit satellite qui fonctionne et qui a pour but vraiment de détecter les planètes en transit. Je dirais que c'est le Corot de deuxième génération. Donc vous le voyez ici, hein, il est petit, il n'a pas tout à fait le même look que Corot, mais c'est à peu près la même taille, la même gamme de satellites, je dirais, si on regarde la partie technique qui est ici, la taille des panneaux solaires. Et donc, il est sur une orbite particulière qui vous est décrite ici, qui l'amène sur une orbite très, très originale autour du point de Lagrange. Et donc, il va être capable, dans le pôle sud, de couvrir, donc ça, c'est ce que faisait TESS. Donc, ça, c'est la couverture qu'est capable de faire TESS. Et il fait un survey de l'ensemble de la voûte céleste à partir de, enfin de la voûte céleste. Et donc, vous allez voir petit à petit que, avec son périple autour de la Terre, il est capable, lui, avec le bleu, de faire de pouvoir pratiquement l'ensemble du ciel. Bien sûr, comme il change souvent de position, il va pouvoir détecter qu'un certain nombre limité de transit, puisque les planètes qui transitent pendant très longtemps, il ne pourra pas les voir. Une transit, s'il n'observe le ciel que pendant, je dirais, une partie du ciel que pendant 5 jours, eh ben, les planètes qui font 1 an, eh ben, il ne les verra jamais. Il a très très peu de chances de les voir. Et donc, c'est un peu la. Et enfin, donc tout ça, c'est pour la détection des exoplanètes. Et maintenant, on va rentrer dans les satellites nouveaux qui ont pour objectif de les décrire. Parce que lorsque l'on a une planète par transit, on est capable d'en détecter un petit peu son diamètre avec une marge d'erreur importante et bien entendu sa période orbitale et donc ce qui nous donne sa distance au Soleil.
puisque l'on applique les lois de Kepler, hein, donc, ou la loi d'égalité des surfaces. Et donc, par contre, on a peu d'informations. Et même si de temps en temps, on vous décrit les planètes avec des petits trucs bleus, des petits trucs blancs, etc., dans les faits, ce que l'on en connaît, c'est l'inconnu. On pourrait les remplacer par des boules de ping-pong. C'est à peu près tout ce qu'on connaît des planètes, leur diamètre et leur masse. Comme le diamètre n'est pas très bien connu, on a envoyé un satellite européen. Excusez-moi, je dis simplement que je ne réponds pas, c'est un enseignant. Plus tard. Voilà. Il va m'appeler tout le temps. Donc, Khéops, qui est un satellite de l'Agence spatiale européenne, dans lequel il y a des Français, mais qui est surtout sponsorisé par la Suisse. Donc, c'est un petit satellite. Donc, ça, c'est l'équipe. Donc, vous voyez, Khéops, une équipe de scientifiques et de gens du CNES, lorsque Khéops, qui est juste derrière, donc c'est une grosse machine à laver à peu près, hein, était en test à Intespace. Et moi, je suis au milieu. Et la scientifique française ici, Magali Deleuil, qui est à Marseille, du LAM, est là. Ici, Marianne Claire, qui était directrice du centre de Toulouse et qui est maintenant directrice de Kourou. Donc voilà, donc on a profité pour le voir. Donc voilà, Khéops tel qu'il est. Donc le morceau de plastique qui est autour partira pas, hein. C'est un plastique spécial parce qu'il faut protéger les optiques. Là aussi, ce sont des salles ultra propres. Et là, on est dans une salle de test acoustique. Vous voyez ici des gros systèmes qui vont envoyer des sons et des vibrations qui ressemblent au lancement, hein, et qui vont prouver que mécaniquement, il est capable de résister. Un satellite passe 99,99% de son temps dans le calme le plus serein. Et les 0,01% du lancement, hein, donc les 25 minutes ou 30 minutes que dure le lancement, c'est absolument un enfer terrible avec des vibrations aussi bien mécaniques qu'acoustiques, donc ça, les deux choses, mais la transmission n'est pas la même, qui font que si tout n'est pas parfaitement vérifié et parfaitement fabriqué, eh bien, il va se décomposer et en tout cas, il va se dérégler. Donc, Khéops va nous donner très précisément le diamètre des exoplanètes qu'il va choisir d'observer. Ensuite, on travaille actuellement, notamment au CNES, avec deux satellites de l'ESA qui sont Plateau et Ariel, dont je vais vous parler très rapidement. Hein, donc, Plateau, donc c'est un satellite qui fait pour détecter des planètes en transit. Il est équipé de 24 télescopes. Donc, c'est une vue éclatée de ce satellite, qui est un satellite européen avec une contribution très importante de la France, mais d'autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre. Et Plateau est mené, c'est un satellite dont la conception est menée par l'Allemagne, par Heike Rauer, et donc sur lequel on travaille, qui sera lancé en 2027 et qui va avoir donc un diamètre de 31 cm. Hein, c'est pas énorme, mais chaque caméra a 31 cm, 31 cm, et donc il y en a 28 et chaque caméra fait 20 kg. Et puis il y a deux caméras qu'on appelle rapides, et donc ça va nous permettre de couvrir à chaque fois une vision du ciel très importante. Vous voyez, le centre sera vu par les 24 caméras, alors que les périphéries ne seront vues que par 6 caméras. Et le nombre de caméras avec lequel c'est vu, ça nous donnera l'occasion de mesurer très précisément les diamètres et les intensités lumineuses. Donc, c'est un point important. Et donc, ça, c'est un des CCD qui occupera la caméra, hein, qui fait 3 fois la taille de votre téléphone portable. Pas du CCD de votre téléphone portable, mais de votre téléphone portable. Et donc, voilà, et dont il faut garantir qu'il fonctionne très bien. Enfin, donc ça sera lancé en 2028. Et enfin, Ariel, qui sera lancé en 2029, est un satellite de l'ESA, l'avant-dernier qui a été sélectionné, puisqu'il y en a un qui a été sélectionné, un nouveau satellite qui a été sélectionné il y a 4 jours, mais Ariel a été sélectionné il y a quelques jours, et donc il va lui faire une analyse de l'atmosphère des exoplanètes. Pas des petites, mais des exoplanètes de taille importante, hein, de genre Jupiter, ce qu'on appelle les Jupiter chauds, des planètes qui font entre 0,5 et 10, 20 fois la taille de Jupiter, ou la masse de Jupiter, ce qui est énorme. Hein. Jupiter, c'est un objet très, très important du système solaire, le plus gros. Hein. Et donc, c'est un télescope avec un spectromètre, et ce spectromètre, qui s'appelle HERS, va faire un spectre infrarouge de ces planètes, du Soleil et de la planète, et en fonction de la position de la planète, il va être capable de déterminer quels sont les composés qui composent l'atmosphère de cette planète. Donc ici, c'est un exemple avec les absorptions de l'eau, du méthane, du gaz carbonique, du monoxyde de carbone. Et donc, on va être capable de reconstruire ça avec une grande précision dans l'infrarouge. Donc, vous voyez, hein, l'infrarouge commence grosso modo à 0,8 microns. Et là, on va être entre 1 et 8 microns. Donc, on va relativement loin.
Et c'est un vrai défi, hein, parce qu'on est obligé de travailler avec un système qui est très refroidi et on va travailler environ entre 45 et 50 K, 50 donc Kelvin. Et donc, on va travailler à des températures extrêmement froides. Donc, il faudra être capable de refroidir ça de façon active, hein. Il n'y a pas d'hélium dans ce satellite, hein. Ça va être simplement par des refroidissements mécaniques et des moteurs Stirling. Donc là, on peut parler assez facilement de tous les problèmes de froid, de la technique de température absolue, puisque c'est un terme qu'on utilisait au moins quand j'étais petit. Donc voilà, donc très rapidement, quand vous nous dans la gypsière, et ça sera la fin pour laisser la place aux questions. Hein. Et alors, c'était amusant parce que j'ai fait, il y a pratiquement 2 ans, jour pour jour, j'ai fait la même, enfin, pas la même conférence, mais une conférence semblable où j'avais en tout cas mis la même diapositive sur le nombre d'exoplanètes que l'on avait. Et donc, en bleu, vous avez les exoplanètes que l'on connaissait il y a 2 ans et les exoplanètes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on est passé à 4765 exoplanètes contre 4065, donc on a pratiquement 700 exoplanètes de plus, hein, donc un sixième, ça fait 16% de plus. Des systèmes planétaires, on en connaissait 3000, on en connaît aujourd'hui 3500, donc toujours pareil, à peu près 16% de plus. Et enfin, les systèmes planétaires avec plusieurs planètes, hein, eh bien, on en connaissait 650, et on en connaît pareil, pratiquement un peu plus de 100 de plus, 130 de plus, et on en connaît presque 20% de plus. Et donc, voilà un peu actuellement l'état de nos recherches qui nous donne, avec ces planètes que l'on connaît, pas que l'on a vues, mais que l'on connaît, l'idée, la possibilité de les détecter mieux, d'affiner leur composition, de chercher autour des soleils qui les possèdent s'il y a d'autres planètes, et surtout de les observer avec Khéops, pour celles qui transitent, ou avec Ariel, avec celles qui transiteront. Donc voilà un peu la partie, les différents systèmes d'exoplanètes avec lesquels on a observé les différentes, la voûte céleste. Donc en vert, on a Corot, en jaune ici, on a Thès, en rouge, on a, pardon, Kepler, en bleu, c'est tout ce que va observer Corot, et en rouge, tout ce que va observer Plateau, pardon, et en rouge, c'est ce qu'a observé Corot. Voilà. Ça, pardon, ça c'est Kepler. Voilà. Donc voilà un peu notre chasse aux exoplanètes. Vous avez qu'il y a encore des zones d'orge. Et quand je parle de la voûte céleste, bien sûr, on observe que notre Voie lactée. Donc j'arrête là. Euh, voilà, donc ça c'est une représentation de notre Voie lactée. Quand je vais dans les collèges et les lycées, je fais faire des petits calculs pour savoir quelle est la proportion qu'on a examinée dans la Voie lactée, en assimilant la Voie lactée à un disque de 100 000 années-lumière sur 1000 années de diamètre sur 1000 années-lumière de rayon. Et j'estime qu'on a exploré à peu près 1000 années-lumière. Donc, on fait un rapport entre le volume du disque et le volume de la sphère. Voilà, je m'arrête là.